Bonjour, vous écoutez Un été de figariste, une série en 4 épisodes produite par Tip & Shaft, la newsletter hebdomadaire des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Les figaristes, ce sont les marins qui participent chaque été à la solitaire du Figaro. Dans Un été de figariste, ils et elles racontent leur relation particulière à cette épreuve hors norme par laquelle les meilleurs coureurs français sont passés. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été de figariste. Un été de figariste est sponsorisé par Carver. Si vous êtes un coureur pro ou amateur, vous connaissez forcément la marque d'accastillage qui équipe tous les bateaux de course, des mini aux ultimes en passant par les Figaro, les Classe 40 et les IMOCA. Après les poulies, les emmagasineurs, les hooks, les bloqueurs, les rails et les chariots de mât, Carver propose désormais des winches. Des winches innovants qui tournent 6 fois plus vite qu'un winch classique, et je peux vous dire que lorsqu'il s'agit de rouler le Genac en solitaire dans 30 nœuds de vent, ça compte. Pour les découvrir, rendez-vous au showroom Carver qui ouvrira mi-septembre à Lorient-la-Base. Bonjour Jeanne Grégoire. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce deuxième épisode d'Un été de figariste. C'est l'été, il fait chaud. On est au mois de juillet, on enregistre ce podcast au mois de juillet. On est quelques jours après la solitaire du Figaro. Alors tu l'as pas couru, tu as pris ta retraite de figariste il y a quelques années, mais tu es toujours très impliqué puisque tu es coach au centre de Port-la-Forêt. Est-ce qu'il faut du temps pour se remettre en tant que coach d'une solitaire ou est-ce que c'est juste une date dans la saison comme les autres? Est-ce qu'on a la même implication mentale et physique que les coureurs? Alors on n'a bien sûr pas la même implication que les coureurs et pas la même fatigue physiologique profonde. Par contre c'est vrai qu'après la solitaire on a un petit moment de décompression. Et puis par exemple moi j'ai pu faire un convoyage retour d'un bateau de Dieppe et arriver du convoyage en étant plutôt fraîche. Et puis il y a eu une petite soirée avec quelques figaristes organisée vendredi soir. Et c'est vrai qu'il y avait 2 coureurs qui étaient là et qui étaient plutôt très très bien placés sur la solitaire, pour pas les citer. Et à un moment, ensemble, ils ont dit on va s'asseoir. Et c'était en milieu de soirée, ils avaient besoin de s'asseoir. Ils étaient cuits. Et à un moment, j'ai eu envie de dire non mais ça va. Puis là, je me suis dit ah non, c'est ça la différence entre vous et moi. C'est que moi, ça y est, ça va, c'est à peu près passé. Donc tu les as couchés. Ouais, il y en a un qui était parti pour tenir quand même. Hein. Pas de nom. Pas de nom. Tout ça Ouais. ne nous regarde pas. Alors, Jeanne, explique-moi un petit peu quel est ton rôle. Donc, tu es coach au centre d'entraînement de Port-la-Forêt. Quel est ton rôle sur la solitaire? Tu fais toutes les étapes, tu les suis. Quel est ton rôle précisément? Parce qu'il y a plusieurs entraîneurs à Port-la-Forêt. Il y a Christian Lepape, le directeur et le cofondateur. Il y a Julien Bottuan qui est arrivé l'année dernière. Et il y a toi. Raconte-moi un peu quel est le dispositif de suivi de la solitaire pour l'équipe de Port-la-Forêt. Alors en fait, on va faire déjà une distinction entre 2 mots. Il y a entraîneur. Il y a entraîneur et coach. Et coach. Et en fait, coach, c'est de l'anglais. Et je le sais bien parce que j'ai fait une formation spécifique de ça. Ça veut dire accompagnateur. D'accord. Donc il y a une petite nuance et qui est peut-être justement tout l'intérêt de notre boulot à Port-la-Forêt. Donc il y a en effet Christian qui suit la solitaire de loin ou de près quand il y a les étapes françaises. C'est Julien qui est à plein temps au pôle. Et qui a pris la place de Loïc Ponceau, qui était en déplacement en Irlande et qui a suivi toute la course. Et moi, j'interviens, comme depuis 4 ans, en électron libre. Et c'est-à-dire que je suis à mon compte et j'interviens autant de jours que possible au pôle parce que j'adore ça. Et je suis la solitaire. Donc, j'étais pas en Irlande, mais j'avais des gars au téléphone, ceux qui voulaient en tout cas. Alors, du coup, quel est ton rôle précis dans l'ensemble de ce dispositif? Alors, les Qu'est-ce rôles. que tu entends par accompagnement pour le coup? Du coup, à un moment, on avait Jean-Yves Verneau qui faisait la météo pour les coureurs. Donc, à un moment, moi, je travaille avec Jean-Yves un petit peu sur la météo, ou sur la mise en place de la météo, parce que voilà. De temps en temps, j'ai des discussions avec des coureurs, directement. De temps en temps, je suis en lien avec les organisateurs quand ils commencent à discuter avec tous les pôles. Voilà, donc c'est pas un rôle très très défini, c'est de l'accompagnement vraiment global. Je peux aussi être en contact beaucoup avec les préparateurs quand ils se posent des questions. Enfin, le boulot de préparateur est assez énorme sur la solitaire et tu discutes facilement avec eux, t'apprends beaucoup de choses. Et du coup, ton rôle, c'est de détecter les signaux faibles, c'est de penser les plays quand il y en a. Comment ça se passe concrètement? Tu as un discours avec eux qui est technique, qui est sportif, qui est mental? En fait, Tout ça à la fois peut-être? en fait, t'as le discours qui répond à leurs questions.
Et donc, comme on a 18 coureurs, on avait 18 coureurs au pôle sur la solitaire. Donc, allant de Michel Desjoyaux, donc je peux pas reciter son âge ni toute son expérience, à Tom Laperche, qui faisait sa première 22 ans pendant la solitaire, qui faisait sa première solitaire, ce sont forcément pas les mêmes questions. Et donc, on va dire que notre force au pôle, et ce que moi j'aime faire, c'est de réussir à m'adapter au maximum à chaque question de la personne, et qu'en fait, la plupart ils ont les réponses entre eux. Et donc là, c'est du vrai boulot de coaching, qui est de dire, mais tu vas me poser des questions, je vais pas te donner une recette, déjà parce que je l'ai pas. Enfin, je veux dire, quand à un moment donné, quand il y a un doute sur un réglage, quand Anthony Marchand vient me voir en me disant, tu penses que je reprends un tour, 2 tours ou quelque chose comme ça, j'ai pas sur le haut banc, on parle de réglage de main. Sur des hauts bancs, sur ce que tu veux. J'ai pas une réponse technique plus experte que lui. Et donc, ça va être mon boulot de coach, pour le coup, ça va être de lui poser des questions qui vont lui permettre, lui, de trouver la réponse. Et donc ça te permet d'intervenir même dans des domaines où t'es pas expert, forcément. Et voilà, moi, c'est comme ça que je vois mon rôle, en tout cas. C'est une nouveauté au pôle. Enfin, maintenant tu fais ça depuis quelques années, mais avant il n'y avait pas ce dispositif-là. On a la culture du pôle, elle était essentiellement d'accompagner du point de vue technique et météo. Comment c'est venu cette réponse-là à un besoin qui émergeait pas forcément avant? Ça s'est pas passé comme ça en fait. Je pense que c'est le travail que Christian fait depuis 30 ans en fait. Je pense que Christian Lepape, il navigue plus, il est plus expert technique dans certains domaines, comme on peut avoir des coachs. Tu prends Tanguy à Lorient ou des gens qui sont très très pointus. Mais par contre, il fait du coaching depuis 30 ans. Mm-hmm. Il a commencé avec Michdej, avec Bilou à l'époque, et Julien dans l'accompagnement qu'il propose, c'est la même chose. D'accord. Donc voilà, et nous on est plus des liens pour leur trouver des experts à l'extérieur. Après, oui, forcément, moi j'ai des restes de figaristes. Donc par rapport à certaines questions ou certains niveaux de personnes, oui, j'arrive à donner des réponses techniques. Christian, je pense qu'il est très expert en météo, parce que on en a parlé là récemment. Je disais, mais nous, quand tu vas prendre ta retraite, on aimerait bien t'embaucher toi pour faire la météo en fait pour le pôle. Tu vois, je pense qu'il a vraiment une expertise très forte là-dedans. Mais notre qualité, c'est plutôt d'être global et d'être capable de répondre et d'avoir aussi différents sons de cloche au sein du pôle, parce qu'on a forcément tous les trois des sensibilités différentes. Une manière de voir les choses différentes, et je pense pas qu'il y en ait un qui est la vérité absolue. Vous avez 3 profils très très différents. Ouais, 3 expériences différentes. Alors, toi, par rapport aux 2 autres, d'ailleurs, t'as une caractéristique, c'est que t'es une ancienne figariste. Ouais. Et ça doit peser lourd. Ça reste un monde où la légitimité est assez importante. Est-ce qu'ils viennent te voir aussi pour ça? Ouais, je pense que j'ai en effet je sais pas si c'est une légitimité, une crédibilité, on va dire un premier gage qui est assez, qui marche peut-être pour eux. Après, je veux dire, les jeunes qui ont les dents longues, quand t'as fait la solitaire il y a 10 ans, c'est comme si tu l'avais fait il y a 30 ans à Altoner et t'existes même plus, quoi. Enfin, tu vois. Il y a eu un bisou comme ça l'année dernière ou il y a 2 ans. La solitaire était terminée, on était dans le bureau du pôle, puis il lisait l'un des voiliers, puis t'as fait 10 solitaires du Figaro. Oui, mon petit gars, quand je te donne 2-3 conseils, là, c'est pas complètement non plus. Des fois, faut que tu cherches la réponse en toi, puis des fois, je vais te donner 2-3 recettes qui marchent à tous les coups, quoi. En tout cas, au niveau où t'en es pour l'instant. Ah ouais, quand même. Je dis, bah oui. Et là, il t'a vous voyez? Non. Je te rassure, ils continuent à m'appeler Jeannette, tous. Enfin, en tout cas, les vieux, et à pas du tout me vous voyez. Ça me va très très bien comme ça, d'ailleurs. Alors, la transition est parfaite pour revenir un petit peu sur ces années-là, quand même, parce que effectivement, t'as fait une décennie de solitaire, ouais. Avec un palmarès plutôt correct, on va dire. Je te questionnais juste avant pour vérifier mes notes en préparant cette émission. 10 solitaires, une 5e place en 2008 qui à ce jour reste le meilleur classement général pour une femme, ouais. Si je ne m'abuse. Et puis 3 AG2R avec Gérald Venir qui se sont terminés sur le podium. T'en as fait plus que ça, ouais. Mais t'as fait 3 fois le podium sur l'AG2R. Ces années-là, alors t'as fait du mini aussi, on s'est connus ouais, à ce moment-là. T'as fait 2 années de mini et puis t'as basculé dans le Figaro presque en enchaînant à la mini. Donc c'est 2 mondes à l'époque, c'était 2 mondes très très différents. Quel souvenir tu gardes de cette transition-là et de ton entrée dans ce monde-là, sachant que au début des années 2000, le centre de Port-la-Forêt est déjà une référence.
Il y a déjà beaucoup de victoires qui ont été conquises par les pensionnaires de Port-Lave qui fêtent au début des années 2000, ça fait 10 ans que ça existe. Ouais. Quel souvenir tu gardes de cette arrivée dans ce monde-là? Et ben, quand tu me poses la question comme ça, je réalise que je m'en rendais pas du tout compte, en fait. Tu vois, je me posais pas du tout ce genre de questions. Moi, j'ai eu un Mini c'était un proto. Je suis incapable de te dire quelle ligne de départ j'ai pu prendre en Mini parce que j'avais absolument pas conscience de ce qu'était une ligne de départ. Par contre, je découvrais que j'étais capable d'emmener un bateau d'un point A au point B en sécurité, mais c'était rien de plus que ça, mon niveau en Mini. Et juste que Tu j'étais fais 8e à la Mini Transat, on va le rappeler. ouais, et puis ça se passe plutôt bien, tu vois, mais je sais pas, c'était un peu une découverte, c'était un peu une surprise, et je me disais pas que j'allais faire carrière, tu vois. Puis après, quand tu reviens de la Mini, on dit ah là, faut que tu fasses le Vendée Globe, machin et tout, c'est génial, une fille et tout, et je dis ah, attends, moi je sais pas faire de bateau, quoi, je sais pas comment on passe une ligne, enfin, j'ai même jamais compris comment fonctionnait une ligne de départ. Puis j'arrivais en 2002 au pôle de Port-la-Forêt pour préparer la Transat AG2R avec Arnaud Boissière. Je savais pas plus comment on prenait une ligne de départ, puis c'est venu au fur et à mesure. Et puis en fait, il y a eu par exemple Gilles Morvan qui a été super important à cette époque. Parce je me souviens d'un jour où il nous a pris avec Cali la une, donc le café de Port-Lave, il a pris un papier, un crayon, il a dit bon alors voilà, les choses importantes c'est ça, 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 ça. Karine Fauconnier qui me prêtait des voiles. Moi j'avais pas de sous en 2002, moi j'ai attaqué, je suis plus marquée par ça en fait. C'est que le niveau il était peut-être ce qu'il était en Figaro, déjà à l'époque, ni plus ni moins que maintenant. Moi j'arrivais avec zéro expérience, mais en fait ça me marquait pas parce que j'avais surtout zéro budget. En 2002. Enfin, tu vois, c'était mon bateau, il s'appelait Département de l'Aisne. Il me donnait 10 000 francs à l'époque. Et du coup, Charles m'avait prêté un jeu de voile sur la solitaire. Seb Odigan m'avait donné des cartes papier. Parce qu'à l'époque, tout le monde avait Maxime et moi, j'avais même pas de traceur. Donc, j'avais fait ma première solitaire. Donc, tu vois, après, tu me parlais de niveau d'entraînement. Je savais qu'on était tous les jours sur l'eau. Je savais qu'on ramassait des bouées. Mais bon, a priori, c'était normal. Personne ne nous en voulait. Et puis, on continuait comme ça, quoi. Et tout de suite, tu adhères à ce club-là, à cette discipline-là, à cette ambiance-là? En fait, je me pose pas la question comme ça. Je me dis, mais je suis nulle et je veux progresser. Et les mecs, ils sont bons. Et en fait, mon truc à l'époque, c'était de me dire, si je sais pas faire, c'est que je comprends pas la mer. Donc, comment tu veux te prétendre marin ou navigateur si tu comprends pas ce qui se passe dans les éléments autour de toi? On dit, on est tous proches de la nature, machin. Quand tu navigues comme une chèvre, c'est que t'es pas proche de la nature parce que tu la comprends pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'était vraiment juste ça, le raisonnement. Donc, après, en 2002, en 2003, je me suis dit, non, mais attends, maintenant, je rigole plus. Là, j'ai un sponsor. On va y aller, machin. Puis là, je me suis pris que des vôtres. J'ai pas fait une seule manche dans les 30, quoi. Donc là, ça m'a remis à ma place. Puis après, j'ai commencé à aller faire du match race, à naviguer sur d'autres supports, à me dire, bon, bah, voilà, toute l'expérience que j'ai pas de régate, il faut que j'aille la créer, quoi. Et du coup, t'as l'impression de rentrer dans une école, dans un format, dans une manière de penser, dans une manière de régater? Est-ce que t'as conscience que tu deviens figariste? Ouais, en fait, j'ai conscience en 2004 quand je récupère le bateau de Pascal Bidégory. Quand il est blessé et que 10 jours avant le départ de la solitaire, il me dit, tu viens, tu montes à Caen, prends pas de ciré, j'en ai un pour toi, prends pas de bouffe, la bouffe est prête. C'était ça, hein, quand même. Et je dis, mais j'ai jamais navigué sur ton bateau. Il me dit, bah, c'est le même que celui sur lequel tu naviguais l'année dernière, quoi. Et puis on fait juste une petite nave, là, devant chez V1D2. Tu vois, dans le bassin. C'est un bassin à flot tout petit, ouais. Dans un bassin à flot, ouais. Et puis là, direct, donc j'envoie le spi avec Pascal Bidégory dans le Pataran en me disant, mais moi, il faut que tu me manges dans les 30. Tu sais, l'année dernière, il a gagné la solitaire quelques années avant, hein. Ouais, en 2000. Ouais. Et puis Pascal. Et c'est un gros sponsor, c'est le bateau de, c'est Banque Populaire. Ouais. Et puis tu vois, Pascal, rigoureux comme il était là l'autre soir, c'était super rigolo parce qu'il a toujours cette même rigueur. Et là, il m'apprend la rigueur, quoi. Il me dit, mais non, mais là, pourquoi tu fais le lashing comme ça? Tu peux gagner 1,5 millimètre, là, vers le bas. C'est quand même mieux, non, pour le poids? Ouais. Oui, je peux pas te dire non. Bah, pourquoi tu le fais pas? Ok, je le fais. Donc là, tu fais ton envoi de spi. Elle est là, la marque de la balancine. Pourquoi tu mets là? Pourquoi tu peux pas? Ok, je mets pile sur la marque. Et je pense que c'est lui qui alors, il y a tout ce qu'on fait au pôle. Tu vois, l'année d'avant, on est au pôle. Moi, je suis au pôle, je suis pas payé, j'ai un sponsor. Christian Lepape, il me dit, alors moi, je suis hyper fier. J'ai 25 ans, je vais toucher le RMI, donc le RSA de l'époque. J'ai un sponsor, je commence à dire, papa, maman, c'est bon, je vais me débrouiller toute seule, quoi. Puis Christian Lepape, là, me pourrit. Il me dit, non, mais c'est fini cette époque-là, Jeanne, tu fais de la voile professionnelle, et maintenant, il faut être payé.
Je lui en ai reparlé récemment, il m'avait lynché. Alors que moi, je pensais être arrivé à quelque chose. Il me dit non, moi, je me bats pas pour. C'est que le début. Ouais, je me bats pas pour ça. Je me bats pour que vous soyez professionnel. Là, tu vends ton image à un sponsor. Enfin, tu joues des choses. Il faut avoir une démarche pro. D'accord. Donc il y a eu ça. Après, il y a eu Pascal qui te montre la rigueur sur l'eau. Puis après, tu commences à te dire, bah oui, il faut que je navigue plus sur d'autres supports. Je fais toutes les formations. Et puis ouais, là, tu rentres dans le mood. Puis en plus, tu commences à jouer un peu des coudes sur la ligne de départ parce que t'as compris à peu près un peu plus comment ça marchait. Les mecs qui commencent à moins t'aimer, à moins trouver que t'es la fille sympa On du arrête coup de te prêter ponton. du matos. On arrête de te prêter du matos. Donc là, tu te dis, ton bateau, c'est un bateau de tricheur, il est pas à la jauge, tout ça. Tu te dis, ah bah c'est une forme de reconnaissance. Bon bah bienvenue dans l'arène, j'y vais quoi. J'ai des armes, j'y vais. Et en plus, tu rentres chez Banque Populaire. Ouais, Gros sponsor, grosse écurie. ouais. Et puis bah là, c'est pro, et tu te dis, bah ouais, le pôle, il me permet d'être pro comme ça tout le temps. Et quand les banquiers ils te demandent et c'est quoi ton programme d'entraînement, bah ça c'est vu avec le pôle. J'ai discuté, tu vois, on parlait de l'accompagnement que faisait Christian en début de saison. Tu vas le voir, tu te dis bah c'est quoi le programme idéal pour bien faire. Est-ce que je fais tout? Est-ce que je fais pas tout? Tu vois, quelques années après, il y a eu la Jacques Vabre avec Sam. Est-ce qu'on fait sauter des courses? Est-ce qu'on n'en fait pas sauter? Il y aurait pu y avoir la Jacques Vabre plutôt un truc qui a été avorté, mais du coup, il fallait quand même tout faire. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui se mettent en place. Et puis, ou des Christians qui te disent, non, mais là, sur l'entraînement, t'acceptes de perdre 1 mètre sur un parcours banane. Donc, t'acceptes d'en 10 sur un parcours de 10 000. Donc, t'acceptes de perdre 10 000 sur une étape de la solitaire. Ah, tu perds 10 000 sur une étape et puis 100 sur une transat. Enfin, tu vois, monter à l'exponentielle, c'est ça. Bah, tu commences à apprendre ça et puis, t'as Pascal qui te dit, bon, la boue au vent, c'était devant le mec, là. Fais facile un peu ta GV. Ouais, toi, tu vas pas perdre grand chose, t'es un peu au-dessus, puis lui, ça lui fera de la fume encore plus forte. Ok. Bah voilà, t'y vas, quoi. Ouais. C'est ça, la rigueur. Et c'est une école globale, c'est-à-dire que c'est tout le temps comme ça, tout le monde. Ben, après, je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. Tu vois, la réputation des figaristes, elle est globale, elle est pas que Port La Forêt fait évidemment bien sûr beaucoup et a beaucoup fait et fait beaucoup encore pour la réputation. Mais est-ce que c'est un esprit de classe global ou est-ce que c'est spécifique à Port La Forêt ou c'est porté à son paroxysme à Port La Forêt? Je pense que c'est porté à son paroxysme à Port La Forêt parce qu'il y a une émulation entre les coureurs et parce que mine de rien, on a un public assez varié. Tu vois, moi quand je suis arrivée à Port La Forêt, quelque part j'ai dû apporter quelque chose. En dépit de mon niveau de merde, tu vois, j'ai dû forcément apporter quelque chose au groupe. Et pourtant, je sortais pas des années de dériveurs et de tout ça. Donc ce mélange de personnes donne aussi une richesse. Le groupe donne au groupe, quoi. Et l'année où tu fais 5e, en 2008. On devait encore aller à l'île de Man, on n'avait encore pas réussi. C'est la fameuse légende de l'île de Man qui se refuse toujours au parcours. L'année où tu fais 5e en 2008, tu as des sensations particulières. Je suis assez attaché à quand on écoute les paroles de figaristes à l'arrivée, les vainqueurs ou ceux qui jouent devant, ils racontent toujours la même chose, quoi. Cette forme de fluide assez incroyable, cette forme de le flow. Le flow, exactement, voilà. Le flow. Tu as du coaching, c'est ce que c'est. Bah oui, et puis j'en faisais à l'époque. Moi, je travaillais pas mal en prépa mentale, donc je vois très bien. Et cette année-là, par exemple, est-ce que tu as le flow? Bah, en tout cas, c'est ça qu'on dit. Je sais pas comment te dire, mais t'es jamais fatigué. T'es toujours lucide au bon moment. Tu fais les choses, tu prends les décisions avec une sorte de naturel, voilà. Ça veut pas dire que tu te fais pas des nœuds au cerveau. J'ai jamais entendu le réveil, cette édition-là. J'ai jamais eu mal. Et pourtant, on n'est pas allé à l'île de Man, mais on a fait un bord de 120 000 de l'arc serré. En Figaro 2, c'était quand même quelque chose d'assez copieux. Avant d'arriver à la Berbracht, où tu finissais les 2 derniers milles en affalant, et il fallait renvoyer Petit Spi pour le dernier demi-mille. Et je fais 5e, mais 40 secondes devant Christopher Pratt, sur ce renvoi de Petit Spi, quoi. Donc, oui, en effet. Ouais, t'as ce truc où t'es bien. Ouais. Et du coup, tu sais le détecter chez les autres? Pas toujours. Parce que la première étape, quand tu vois Yann Richaume, tu te dis, il a le flow cette année. T'arrives à le dire? T'arrives à dire, pour te dire, j'avais fait mes pronostics que je vous dévoilerai pas toute seule perso et je me suis complètement plantée. Enfin, pas complètement, mais j'avais une valeur sûre que j'ai pas retrouvée. Et par contre, c'est vrai qu'avant le départ, je disais c'est marrant, à chaque fois qu'ils citent tous les anciens vainqueurs, ils mettent pas Yo-Yo. Ça, c'était quand même super étonnant. Et j'ai failli écrire, tu vois, François Kivigère, qui travaille pour le service de presse de la Solitaire, et pour le faux, j'ai failli lui écrire plusieurs fois en disant, mais
j'ai l'impression, alors j'avais pas envie de m'amuser à tout relire les communiqués, de dire, mais à chaque fois que vous citez tous les Il anciens, vous manque quelqu'un. où vous faites des photos, il est pas dessus. Déjà, je trouvais pas ça cool. Puis, je sais qu'intérieurement, je me suis dit, en même temps, je serais à la place de Yo-Yo, ça m'irait bien. Rester tapis dans l'ombre. Ouais, d'être un peu caché, quoi. Ouais. Et te dire que non, je me suis plantée sur certains coureurs, même des coureurs avec qui de qui j'étais vraiment proche, qui m'ont impressionné par leurs résultats. Je me suis plantée sur d'autres. Ouais, non, l'entraîneur a pas la réponse à tout et peut pas tout dire à l'avance. Heureusement. Est-ce qu'il y a des choses qui se détectent en avant-saison? Ouais. Toi, tu les suis ils mettent à l'eau, cette année, ils ont mis à l'eau en janvier. Les premiers Figaro 3 sont arrivés en janvier. Ouais. Ils ont mis à l'eau. Est-ce que toi, tu vois déjà des choses? Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu vois? Ouais, tu vois un comportement, tu vois en plus une attitude. Ouais, bien sûr. Mais ça, tout le monde le voit. Ouais. Mais ça, moi, je l'ai appris quand moi je courais. Et en préparation mentale, je travaillais avec Gilles Monnier. Et un jour, il me dit, ce concurrent-là, il te fait peur? Je dis, bah ouais, quand même. T'as vu comment il marche sur le ponton? Ah ouais. Tu marches comme ça, toi, sur le ponton? Je sais pas. Bah, tu regarderas comment tu marches sur le ponton. Ça veut pas dire que tu calcules tout. Mais ça, tu vois, j'avais déjà l'œil aiguisé. Mais que tout fait sens, quoi. Ouais. Alors après, tu peux heureusement te tromper, quoi. Et puis après, les gens sont complètement différents, certains en tout cas, entre l'entraînement et la course. Il y a des vrais compétiteurs, quoi. Les gens, tant qu'il n'y a pas un enjeu fort, tu retrouves pas le meilleur de leur qualité. Il n'y a pas le goût du sang dans la bouche. Ouais. C'est voilà. Et alors, par exemple, Johan Richomme, pour le vainqueur de la solitaire cette année, aux entraînements, il courait avec Massif, parce qu'il était passé en céphale à solitaire d'ailleurs, c'est intéressant. Son comportement disait quelque chose? Bah, moi, j'ai une image très très fixe, ouais. J'ai une image très très fixe de... Il y a une situation de vent qu'on a très facilement, et avec le Figaro 2, tout le monde savait. Quand tu sors de la baie pour aller enrouler l'Union et commencer un parcours, et dont on avait l'habitude avec le Figaro 2, du coup, qui se gérait un peu tout le temps pareil. Tu pars sous speed, t'as Falto au bon endroit, quand t'as l'INSA et ça, machin. Tu vois, tous les habitués de la baie le connaissent, quoi. C'est assez engagé. Et puis bah là, avec le Genax, ça faisait une config un peu différente. Et puis j'ai l'image. Donc, le Genax, il a une nouvelle voile, il Figaro 3, on précise. J'ai l'image de voir. Donc en plus, j'avais été à bord avec eux sur une nave, Pierre Quiroga à la barre, qui gère pas encore le bateau, et de voir le yo-yo se déplacer avec enfin, je veux dire, il prenait ses grands bras là, il tirait 3 fois, le truc était roulé, plié sur le pont, dans le sac, reparti, et puis voilà, complètement fluide. Ouais. J'ai cette image-là. Et pour toi, ça voulait dire qu'il était dans le match, quoi? Non, pour moi, ça veut dire que a posteriori, si je me demande est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs de personnes à l'aise, ça en était un. Ce serait vraiment mentir de dire quand j'ai vu ça cet hiver, en tant qu'entraîneur avec vachement d'expérience, c'est pas ce je que savais qu'il allait gagner à solitaire avec 1h30 d'avance. D'accord. Non, ma question était qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Il avait une forme de... Qu'il était déjà passé en mode figariste. Qu'il était plus en mode découvert du bateau. Ça fait, je pense que ça faisait beaucoup de différence. Alors c'est quoi le mode figariste? C'est une forme d'automaticité, de fluidité, justement? C'est que tu t'occupes pas du bateau. Le bateau, c'est un détail, quoi. Après, tu fais de la régate. D'accord. Tu vois. Mais non, mais c'est vrai, c'est ça la monotypie. C'est le bateau, au bout d'un moment, hop, tu sais, tu règles comme ça. C'est là où les mecs étaient très forts en Figaro 2, quoi. C'est qu'en effet, même Bidégory en 2004, quand il me dit la marque elle est là, tu mets là, voilà, c'est arrêté, c'est ça, c'est comme ça, et tu sens le bateau qui va vite, et après tu fais de la régate à côté. Donc tu te poses plus la question du bateau, et je pense que Yo-Yo il avait un petit peu ça cette année. Déjà sur le Figaro 3. Ouais. Ils étaient tous comme ça? Non. Une majorité? Toujours pas de nom, hein, mais. Non, je pense que parce que le bateau donc quand on parle de ça, les entraînements ont lieu en février-mars, et les bateaux sont arrivés en janvier, quoi. Hein. Bah après les entraînements c'était un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'entraînements, une grosse dose, beaucoup de bricolage, et surtout des mecs qui étaient complètement pris par le matos et par les emmerdes de début de saison sur le bateau, et où c'était quand même assez compliqué. Et Yo-Yo il a peut-être eu ça aussi, la fraîcheur de pas avoir géré les emmerdes de début de saison. Tu sais, souvent, tu vas naviguer sur un bateau, c'est la première fois que tu navigues dessus, là, même quand on va naviguer avec un propriétaire, la première régate que tu fais, hop, tu la gagnes, tu sais pas pourquoi. Parce que tu te poses pas de questions.
une sorte de fluidité. Tous les autres skippers, ils arrivent au départ de la solitaire déjà fatigués, usés un peu psychologiquement. Alors ils ont retrouvé de la fraîcheur, ils ont su travailler pour. Voilà, c'est pas Yo-Yo, il a pas été il a été impliqué bien sûr dans le bateau, il a fait la course en double, il s'est entraîné tout l'hiver avec. Il travaillait avec Massif, hein. Il travaillait avec Massif, avec Pierre Quiroga. Bien sûr, mais c'est pas la même implication quand c'est ton bateau, ton sponsor, ton budget, ton projet. Et qu'il y a la solitaire à suivre. Lui, à cette époque-là, il le sait pas, ouais. Il le sait pas. Tu arrives au départ de la solitaire, tu prends le bateau, tu dis, bon, allez, c'est un bateau comme les autres, je vais juste régater, quoi. Enfin, je pense que ça offre une, tu vois, il commençait à se poser des questions. Ah non, on a un peu discuté de choses et d'autres, machin. Il me disait, tu crois, faudrait qu'on fasse plus ça l'année prochaine, plus ci, plus ça. Mais, tu vois, c'était genre 3 jours avant le départ. Pendant qu'il bricolait avec Donna sur son bateau. Mais voilà, les autres, ça faisait déjà 3 mois qu'ils se posaient ce genre de questions et qu'ils se montaient le bourrichon. Et ce qui était complètement légitime. Qu'il avait une fraîcheur mentale et psychologique qui était ouais. supérieure. Ouais, peut-être. Alors, du coup, quand tu dis les figaristes, c'est qu'on s'occupe plus de bateaux. Qu'est-ce qu'il y a comme autre caractéristique pour définir un figariste? Vous avez 2 heures. C'est ça. Mais non, en fait. Ça lâche rien. Moi, j'ai fait 1 ou 2 fois des courses avec des figaristes, même des figaristes retraités, quinquagénaires, même 15 ans après. Moi, j'ai le sentiment que ça ne lâche jamais rien. Et c'est pas une figure de style, quoi. En fait, quand tu me dis ça, Christian me le dit aussi, Julien me le dit aussi. Tu vois, quand on est sur le Zodiac et qu'on regarde le départ et tout ça. Et de temps en temps, quand on embarque, ils font ce retour-là. Mais là, pour le coup, du fait d'avoir été figariste, mais c'est pas que tu lâches jamais rien, c'est juste que tu fais du bateau. Enfin, tu vois. C'est normal. C'est normal. Tu vois. Et c'est un truc, ça me semble. Après, qu'est-ce que ça veut dire ne rien lâcher, quoi? Ne rien lâcher pour certains, là où bah non, je vais pas le dire d'ailleurs, parce qu'il y a une petite nuance très forte, mais que je vais garder pour mes coureurs, avec grand plaisir. Mais ça veut dire que tu fais tout bien. Et ça veut dire que se reposer, tu sais le faire bien aussi. Et en tout cas, tout du mieux que tu peux. Et sans jamais laisser tomber l'un des curseurs plus bas, quoi. Alors, pour le coup, qu'est-ce qui différencie, du coup, un figariste d'un autre coureur? T'as d'autres coureurs qui pourraient faire ça? C'est pas le support qui définit ça? Ben, je sais pas, quel autre coureur? Je sais pas, il y a sans doute des gens en TP52 qui lâchent jamais rien, il y a peut-être des gens qui c'est pas du solitaire. Qui font tout bien. Oui, ou en classe 40 ou en IMOCA. Bon, je pense qu'en classe 40, ça s'en approche un petit peu chez les mecs qui naviguent bien. Sauf que ouais, en effet, ils ont tout intérêt à venir faire 1 ou 2 ans de Figaro, peut-être pour prendre un peu cette culture. Que leur lâcher rien à eux est pas le même que de lâcher rien que la gestion du projet, elle est plus dure sur un proto que sur un monotype aussi, tu vois. Enfin, moi, pour suivre certains 40 pieds, enfin un 40 pieds, ouais, la lourdeur du projet, elle est pas anodine. Et c'est quelque chose qui, à part cette année en Figaro, n'existe pas en Figaro. Enfin, où tu arrives à le rationaliser beaucoup plus. À le simplifier, en tout cas. Ouais. En 60 pieds, bah, c'est pas pour rien qu'il y a des figaristes devant. Alex Thompson, je pense qu'il avait, parce qu'on dit il est pas figariste, il avait un bateau qui allait juste 3 fois plus vite que tous les autres bateaux. Je caricature un peu, c'est un peu facile de dire ça. Et puis il a juste 15 ans de métier, quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, t'enlèves pas le métier. Donc voilà. Mais ouais, quand on dit il lâche rien, bah pourquoi tu veux lâcher, quoi? Enfin, tu vois, quand on a fait le convoyage avec Julien. Parce que t'es fatigué, parce que tu te dis si c'est la fin, parce que. Bah si t'es fatigué, tu vas te reposer, puis tu te reposes bien. Puis comme ça, tu reviens bien et ça fait. C'est le fameux changement de pied dont tu parles qui fait que t'as 40 secondes d'avance sur Christopher Pratt au général. Alors lui, il a eu une merde technique en effet, mais c'est juste. Si on reprend, alors c'est pas vis-à-vis de Christopher, parce que Christopher, si tu nous écoutes, je sais que t'avais pété ta mâchoire de tangon et que t'arrivais pas à renvoyer, et que tu avais pété à l'affalage et que t'avais pas réussi. Mais je t'ai battu quand même. Mais c'est juste à ce moment-là, et tu te dis, il reste rien, ça va peut-être pas changer ton général, mais est-ce que tu laisses un demi-mille sans renvoyer le spi? Et tu navigues là sans renvoyer le spi. Est-ce que tu vas faire ça? Bah, c'est pas des bateaux compliqués, nous. À partir du moment où la manœuvre te prend moins de temps que le temps que tu vas gagner à naviguer, la question, elle se pose pas. Sinon, c'est pas que tu navigues, c'est pas que tu lâches pas, c'est qu'il y a un moment, tu navigues pas, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu fais de la croisière. Non, mais c'est vrai. Tu vois. Et des fois, en 60 pieds, en 60 pieds, ils disent, vu le temps que je vais mettre à faire la manœuvre, je vais rester dans cette config-là.
Peut-être que là, en ce moment, avec le Figaro 3, passer petit spi, c'est une connerie. On va faire Jenna grand spi direct. Mais parce que c'est plus performant. Quel est le rôle de l'effet de groupe là-dedans? Moi, il est hyper important. Nous, on compte à peine. Nous, on fait juste, on met juste un peu les bordures, quoi. Tu vois, quand je dis nous, les entraîneurs. Nous, l'effet de groupe, il est primordial. On a fait des briefings cet hiver, on était 28. Bon alors, à la fin du premier briefing, tu te dis, alors là, 28, et puis t'imagines dans tous les sens comment ça part. Alors, on va commencer par changer la config de la salle. Tu vois, ça part de là. Bon. Alors, on a tous eu l'idée chacun dans notre coin le soir, parce qu'on avait fait un débriefing qui était catastrophique. On s'est dit, on veut pas refaire ça. Voilà, c'est plus notre boulot, c'est plus un boulot d'animateur de dire comment faire ressortir la force du groupe et aussi la progression individuelle. Et comment t'arrives à mettre tout ça ensemble, quoi. Les groupes se ressemblent de l'année sur l'autre? C'est toujours la même structure? Ou est-ce qu'il y a alors, c'est pas des promos parce qu'il y a des paquets de redoublants, mais est-ce qu'il y a des années où les groupes sont un peu différents des autres? Ou Ouais, bah t'as les années Vendée Globe ou les années pas Vendée Globe. Ou Route du Rhum, pas Route du Rhum. Les années où il y a du double ou il y a pas de double. Ça change beaucoup de choses. Mais le groupe est globalement toujours structuré de la même manière? Les anciens qui donnent quelques conseils, les nouveaux, des leaders, des bisous, bah là, des timides, des grandes gueules? Typiquement, sur le nouveau bateau, c'est plutôt les jeunes qui parlent de sensations et les anciens qui écoutent, quoi. Un Tom Laperche, il était ravi de pas avoir de tangon à aller en panner 2 francs. Ouais, il dit, moi, ça m'a sauvé ma solitaire, ça. Parce que ça, je sais pas faire. Et en effet, aux sélections, tu vois, que les jeunes, ils sont pas habitués à ça. Ils étaient pas à l'aise sur le Figaro 2, ils sont beaucoup plus à l'aise là. Et Il y a toujours les mêmes leaders? Non. Non. Mais quand Michel Desjoyaux qui revient en Figaro parle, la salle se tait ou il parle pas forcément beaucoup. Ouais. C'est un exemple, ce que je veux dire, c'est quand quelqu'un, quand lui ou Yann Agnès quand ou Yann il parle en début de saison, voilà. Jérém il parle pas, il dit, je pense qu'on a relevé cet hiver. Jérém, si tu m'écoutes, t'as dit 2 mots en débrief en 4 mois. Non, c'est sûr que Yann, quand il parle en début de saison où il est à l'aise et tout, tu l'écoutes. Mais tout comme Yann un peu moins à l'aise à un moment, il est hyper content d'écouter un Anthony Marchand ou un Alexis Loison sur quelque chose qu'ils ont ressenti sur l'eau. Tout comme t'as un Loïs Béréard, Tom Laperche, Pierre Quiroga, qui vont donner du feeling comme ça. On dira, moi j'ai essayé ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais en fait, il y a personne qui dit, ah mais non, c'est nul ton truc, quoi. Tout le monde prend des notes. Bah ouais, ça prenait des notes. Tout est information. Ouais, tout est possiblement... Tout peut arriver. Bah oui, puis c'était la découverte pour tout le monde. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des conflits, quelquefois? Ouais. Comment vous faites dans ces cas-là? Bah, on ouvre la cour de récré, et puis... Bah, on fait... Non, mais non. T'imagines? En fait, c'est vachement rigolo, parce que quand tu discutes avec... Alors moi, je sais pas comment je suis devenu entraîneur, parce que j'ai pas de formation d'entraîneur. Je suis coureur et j'ai une formation de coach depuis que l'année dernière. T'as un brevet d'État. J'ai un brevet d'État, certes, que j'ai passé en 99, que je n'ai jamais exploité. Enfin, tu vois, Christian, il est prof de sport quand même à la base. Julien, il est, je sais plus ce que t'es, Julien, BE, mais qui a vraiment géré ce genre de choses. Moi, non. Donc moi, c'est sur le tas. Et quand tu discutes avec d'autres disciplines sportives, j'adore discuter avec les entraîneurs d'autres disciplines parce que eux, ils ont des trucs hyper carrés, hyper structurés, il faut discuter comme ça, il faut faire comme ça. Et je dis ouais, mais toi ton mec le plus âgé, il a 28 ans quoi. Nous le plus jeune, il a 22 et le plus vieux, il a 57 58. Donc il y a un moment donné, ça c'est juste de quand ils se fâchent, il peut y avoir des moments, t'essayes de tempérer un peu le truc pour après ça dépend des caractères. Christian va tempérer, moi pas forcément devant tout le monde. Et puis après un petit groupe, Christian va pas tempérer, moi je vais plus tempérer. Julien il osait pas trop se positionner. C'était sa première année. C'était sa première année. Mais voilà, après ça dépend ce que ça touche chez nous et c'est pas forcément toi qui gères. Après il y a un truc qui marche hyper bien que Francis Le Goff a bien compris aussi sur la solitaire. Tu les mets sur l'eau, au moins ils vont se battre sur l'eau. Et puis sur l'eau voilà c'est du t'as gagné j'ai perdu quoi. Non mais c'est vrai. C'est ce qui compte à la fin. Ouais, quand il y a la légitimité se construit là-dessus.
Ouais, et puis s'il y a une petite tension sur des fights, ce qui est normal, ils sont concurrents quand même. Heureusement qu'ils ont ça fait partie de l'émulation, quoi. Alors, on a vu, il y a certains, comme Anthony Marchand et son acolyte normand, Alexis Loison, Alexis. Ouais. qui travaillent en binôme. C'est-à-dire il y a des alliances, quoi. Ouais. C'est des choses que vous favorisez, c'est des choses que vous observez, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du Bah, je pense que c'est génial. Ouais. Il y a les deux CMB qui font ça, il y a les deux massifs. Il y a les qui écuries, font mais ça. les écuries sont dans une logique d'écurie Il y de a marque. l'écurie, mais tu là, vois. c'est une alliance avec des gens qui sont concurrents, des sponsors Ouais. différents. Non, mais tu vois, à l'époque, il y a eu François Gabard et Francisco Lobato, Mhm. qui sont associés plus pour développer certains logiciels. Là, il y a eu quoi? Il y a eu Seb Simon avec qui était CMB avec Nicole Hunven il y a quelques années. Tu vois, t'as des binômes qui fonctionnent comme ça. Mhm. À l'époque, il y avait quand même Charles et Gégé, Gérald Vignard. Alors moi, j'avais pas l'impression Qui d'apporter était grand-chose. ton équipier sur toutes tes AG2R. Ouais, hein, à Paris. mais qui courait aussi. Ouais, tout à fait. Et qui courait, et qui a gagné 3 étapes sur 4 sur une solitaire. Charles qui avait le niveau qu'il avait à l'époque déjà. Et donc voilà, tu crées forcément Charles chez Charles Cordelier, je vais juste préciser pour. Et parce qu'on avait les mêmes voiles. Tu vois, t'as facilement aussi des équipes qui se font quand ce sont les mêmes voileries. Et oui, bah non, on favorise ça. On sait bien qu'avec un groupe de 18, t'imagines, on a fait Alors après, Christian, il a fait des séances magnifiques où on a réussi à faire bosser les bateaux 3 par 3, 4 par 4, échange de compte rendu de nav, etc. Tout ça avec 25 nœuds de vent sur chacun des angles différents pour exploiter les bateaux. Il nous avait pondu une séance sur le papier, tu te dis waouh. Et ça a super bien marché sur l'eau, tu vois. Donc là, tu dis c'est vraiment du bon boulot et le groupe va servir au groupe, chaque micro-groupe. Et après, oui, que les mecs, ils bossent chacun entre eux, mais c'est super. C'est ce qui va être le plus riche. Est-ce qu'il y en a qui jouent pas le jeu quelquefois? Est-ce que vous avez des erreurs de casting dans votre recrutement? Ça vous arrive? Forcément, on n'est pas parfait, ils sont pas parfaits. Et puis après, faut être vachement tolérant parce qu'une erreur de casting sur une année où t'as quelqu'un qui est pas très bien ou qui va pas bien. Parce que ok, c'est des athlètes, ok, c'est des marins, ok, c'est des figaristes, C'est aussi mais des êtres humains. c'est juste d'abord des hommes et des femmes quoi, qui ont juste une vie à côté quand ils en ont ou quand le problème c'est qu'ils en ont pas ou tu vois. Et mine de rien, bah on n'est pas tous, et alors ça c'est pas réservé aux figaristes, on n'est pas tous parfaits tout le temps quoi. Mhm. Donc on peut tous être tête de con à certains moments, parce qu'on est bien, parce qu'on est trop bien, parce qu'on n'est pas bien, parce qu'il y a 15 000 paramètres. Et justement, c'est réussir nous à avoir assez de recul pour accompagner les gens aussi quand t'as des périodes dures quoi. Et puis de faire que le groupe le lamine pas directement. Parce que si le groupe décide de laminer quelqu'un, par contre, Ah oui. ouais, la personne le sent bien. Et en même temps de dire oh ça pourrait t'arriver quoi. Donc dans quelle mesure un peu de respect quoi. Et du coup, est-ce que ça arrive que certains jouent plus le jeu que d'autres? Et du coup, est-ce que tout le monde partage? En fait, c'est ça la question. Alors moi Parce qu'il y en a qui ont mécaniquement beaucoup plus de choses à partager. alors ça c'est assez rigolo. Alors c'est le discours parce que t'imagines bien que tous un par un des fois ils disent ouais machin il dit jamais rien alors gna. Tu vois. Et puis en fait il y a deux parties. Il y a déjà qu'est-ce que t'as donné toi pour que l'autre il ait envie de donner à toi. Pose-toi déjà la question parce que c'est quand même un échange. Donc dans l'échange il y a pas que donne-moi. Il y a don et contre-don. On a fait un boulot assez rigolo il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, trouver les valeurs du groupe justement. C'est typiquement du boulot de coaching. Moi, je m'entraînais, ils ont joué le jeu, c'était super. Et du coup, il y a eu une grosse différence, c'est Seb Simon qui en parlait, entre échange et partage. C'est quoi la différence entre ces deux notions? Et comment tu la mets en place? Et comment c'est possible sur un groupe de 18? Il n'y a pas une réponse absolue. Par contre, ça a été une discussion où ils étaient 15 ou 16 dans la salle. Voilà. Et de cette discussion, ça n'a pas empêché les fights après et tout ça, mais ça fait partie du jeu, quoi. Il n'y a pas de mesure. Tout ça se fait de manière tacite. Vous cochez pas ce que les uns donnent. Non, ce que les autres mais prennent. on n'oublie rien. Je vous passe les messages. Nous n'oublions rien. Et puis après, il y a aussi un côté complètement mytho, c'est que des fois les mecs ils parlent pas, mais parce qu'ils savent pas. Ah oui. C'est pas de la rétention, c'est parce qu'ils ont rien à donner. Et des fois les jeunes ils disent ah mais machin il parle jamais etc. Et quand tu lui dis mais tu sais je crois que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière et que j'ai été figariste et que je me suis dit mais machin il me pourrait me dire il sait. Non, maintenant que je suis de l'autre côté, machin il m'a dit qu'il doutait vachement. Et quand il me le dit à moi, il ment pas. Donc voilà, il y a le côté aussi mais complètement mytho de machin il cache des trucs et tout ça.
Et puis, en fait, ils sont tous suffisamment bons marins pour dire, vas-y, laisse tout ça de côté, va juste faire du bateau sans te poser de questions, et rationalise par contre ce que toi t'as vu sur le bateau. C'est tellement dur de rationaliser ce que tu ressens sur un bateau, que pour transmettre, c'est pas facile. J'ai encore 2 questions. Je sens qu'on pourrait partir des heures. C'est vraiment intéressant, mais c'est. Mais moi, je les trouve super, les figaristes. Enfin, tu vois, quand tu m'as proposé, je te coupe, tu vois. Quand tu m'as proposé de venir là, je dis oui. J'ai pas envie de parler de mon expérience, mais de parler de ce qu'eux font. Oui, parce que quand tu vois 18 personnes. Ton expérience éclaire le reste. Ouais, mais quand tu vois 18 personnes qui s'arrachent comme ça toute l'année, moi, quand on me dit tu voudrais encore courir, je dis mais oui, prendre le départ de la course, oui, je voudrais bien, quoi. Mais les 6 mois de préparation avant, non. Non, ça c'est sûr. Ouais. Et la course, je voudrais bien la faire, hein, mais tu vois, l'entraînement, l'implication qu'ils mettent, les mecs. La légende, je mange Figaro, je bois Figaro, je vis Figaro, elle est vraie, quoi. Je pense qu'on le mesure pas très bien de l'extérieur. Ouais, moi, ça me parle. Et quand tu me dis ça, je me dis, si, c'est évident. Parce que tu vis avec eux. Ouais. Mais ça, il faut aller passer une soirée à Port-la-Forêt dans une coloc un soir de janvier. Ouais. Où il y a 3 mecs qui ont 25 balais devant l'ordinateur et qui changent des fichiers Excel jusqu'à 23 heures, quoi. Ouais. Là, tu vois ce que c'est. Ouais. Le figarisme. Je sais même pas si c'est que ça. Non, mais quand tu ne connais pas, t'as pas forcément idée que il y a une petite loupiote dans un village du sud Bretagne où des gars qui dévorent le truc à pleines dents sont encore pas couchés parce que ils réfléchissent au réglage de leur D2 et qui partagent toute leur data, quoi. Ouais, ou alors parce qu'ils sont sur le ponton en train de papoter les mains dans les poches comme des bons branleurs. On va pas, tu vois, puis que ça ressemble à rien. Sauf qu'en fait, dans cette discussion-là, mais t'as une mine, quoi. T'as une mine. Alors, la première de mes deux dernières questions, c'est est-ce que dans la génération qui arrive là, dans les petits jeunes qui arrivent, il y en a quelques-uns qui t'impressionnent beaucoup. Est-ce que la nouvelle génération de figaristes qui arrive, t'as le sentiment qu'elle est différente des autres, ou est-ce qu'il y a une forme de tuilage qui fait que chaque nouvelle génération ressemble un petit peu à la précédente? Ben c'est sûr que moi, avec les jeunes ingénieurs, je commence à avoir du mal à avoir certains discours, parce que j'ai pas du tout ce format-là. Mais ça, c'est la génération depuis, j'ai envie de dire depuis François, quoi, depuis 2009-2010. Ça fait 10 ans déjà. C'est sûr quand tu vois un mec comme Tom Laperche, enfin, il est magique, quoi. À l'arrivée de la dernière étape, je dis ouf, tu prends une bâche, on a encore des trucs à t'apprendre, quoi. Parce que le mec, il a une expérience de malade, un sang-froid extérieur incroyable, il navigue depuis les entraînements d'hiver, tu vois, le bateau, c'est juste bien réglé, quoi. Tu vois? Et puis sur l'eau, il t'explique comment il fait, voilà. Tu dis waouh, là, il y a du niveau, là. Il y en a beaucoup comme ça? Nous, c'était notre seul bisu. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était notre seul bisu. Je pense que des mecs du niveau de Tom, il y en a pas beaucoup, non. J'ai assisté une fois aux sélections de ce qui était encore le skipper région de Bretagne. Ouais. Et Christian Lepape, j'ai eu l'honneur et le privilège d'assister même aux Euros. Et Christian Lepape et Loïc Ponceau à l'époque étaient obsédés par ne pas rater le prochain Franck Camas. Mais il le disait, il le verbalisait. Ouais, quoi. ouais. Il disait notamment, lui, il est un peu bizarre. Il y avait un motard, je crois qu'il y a un garçon qui avait fait des gros scores en moto et qui venait s'essayer sur le Figaro. Et je l'ai raconté dans Voler Voilier, donc j'ai pas de souci à le dire par oral. Non, mais je vois très bien. Voilà. Et Loïc disait, t'es sûr, il faudrait pas le tester et tout. Et Christian met un peu de rationalité là-dedans. Et Loïc lui disait, non mais faudra pas qu'on fasse comme Camas, parce que Camas on a failli le rater, hein. Et on voit l'obsession que c'est, les chercheurs d'or, les chercheurs de pépites qu'ils étaient tous les deux, et l'obsession qu'ils avaient de pas rater la prochaine pépite de la voile, quoi. Bah c'est sûr que tu fais un peu après Franck, ils se sont pas trop loupés, hein, parce qu'ils ont quand même trouvé François, ils ont trouvé Seb Simon, ça va, pour l'instant ça se passe bien. Je pense mais c'est sans doute parce qu'ils ont cette obsession-là. Ouais, et de te dire il faut bien faire une évaluation rationnelle. Donc tu vois, où tu mets des notes, tu mets des points, tu fais de la régate, qui gagne la régate. Enfin, tu vois, et c'est pour ça qu'on fait passer énormément de jurys sur les challenges Crédit Mutuel et Région Bretagne. Et tu fais passer plein de monde pour avoir plein d'avis différents. Et puis, il y a un moment, c'est la discussion, en fait, qui prime. Entre ce qu'on sent, le mec qu'on voudrait tester, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose derrière. Et voilà. Donc, je pense pour l'instant, avec Tom, on est pas mal. Et puis, ben là, on est hyper content parce qu'il va y avoir les filles. Eh oui.
Et oui, c'est l'occasion d'en parler. J'en profite parce qu'on fait. Attends, il y a eu, alors, pour le coup, on enregistre au mois de juillet et Stephen Shaft a fait un papier qui raconte l'impact de l'arrivée de la course au large mixte aux Jeux Olympiques, parce que c'est ça dont on parle. Hein. L'arrivée de l'épreuve de la course au large mixte aux Jeux Olympiques qui entraîne plein de nouvelles opérations et une filière de détection qui se met en place, et en particulier à Port-la-Forêt où il y aura un 3e bateau pour une skippeuse, je sais pas comment on dit. Une navigatrice. Qui sera un bateau, même chose de la filière de détection Bretagne Crédit Mutuel. Ouais. Et du coup, ça c'est vraiment génial parce que on va reprendre les mêmes critères et à se demander est-ce que on va se reposer la même question là. Pas laisser passer une fille qui a peut-être pas, on va dire, le profil académique, mais qui peut apporter autre chose. Et du coup, on espère qu'on va avoir plein de dossiers parce qu'on n'a pas un profil, et chez les filles, on en a déjà discuté. Et là, pour le coup, j'ai été impliquée avec les garçons, mais là, avec les filles, c'est vrai que j'ai une petite accroche en plus, forcément. Et de dire, peut-être que la meilleure navigatrice en course au large sera pas forcément le même profil que le meilleur garçon. Peut-être pas. On n'en sait rien. Et du coup, ce qui est génial, ça va être de défricher, quoi, de voir plein de filles. Puis il y aura, j'espère, une autre sélection dans 2 ans. Et puis ça va durer comme ça. Et puis ça va faire monter le vivier, monter le niveau. Ça, c'est super exaltant. Il y a pas beaucoup de filles au Pôle France de Port-la-Forêt. Toi, quand tu étais une fille qui naviguait au milieu des garçons, comment ça se passait? Je sais pas, je me suis pas trop posé la question. Bah donc bien. Ouais, bien. Il y avait Sam, Davis, avec qui en plus on a navigué ensemble. Puis on s'entendait bien. On a bossé sur des routages de Gilda Morvan sur la route du Rhum ensemble, tu vois, à terre. J'ai navigué avec elle. Enfin, tu vois, c'était. Mais c'est vrai que Sam, tout le monde a mis hyper longtemps à se rendre compte de son niveau. Parce que maintenant, tout le monde te dit que c'est évident. Mais il y a encore quelques années, il y a pas si longtemps que ça, où des gens disaient non mais toi, faut que tu y ailles. Non mais vous vous rendez pas bien compte en fait. Mais tu penses vraiment que Sam, elle peut? Oui, je crois vraiment qu'elle peut. C'est assez rigolo. Elle a fait une belle carrière, elle continue. Elle continue, elle est en plein dedans. C'est pas fini. Hein. Et elle a fait la fameuse Mini Transat 2001. Ouais. Que nous avons couru ensemble. Donc, ouais. Eh ben, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, super, Jeanne. Avec merci plaisir. bien. On a évidemment pulvérisé les chronos de départ, mais c'est pas grave. J'espère que les figaristes ne détesteront pas. C'est au mois d'août, ils seront en vacances. Ouais, non, ils seront sur l'eau. Tu veux une caractéristique du figariste? C'est l'amnésie. Ça, c'est une qualité qui lui est propre. Ça lui va parfaitement. Parfait. Merci beaucoup, Jeanne. À bientôt. Avec plaisir. Salut.